Donc, sans plus tarder, nous allons maintenant aborder le thème, notre deuxième enjeu, le thème des activités récréatives, donc qui mettent en valeur les Montérégiennes. Les activités de plein air sur les collines montérégiennes présentent une offre variée allant des sentiers pédestres aux pistes de ski alpin en passant par les aires de détente jusqu'au deltaplane. Donc, ces aménagements prennent la forme de parcs nationaux, parcs municipaux, de zones de conservation en milieu privé et d'ententes de passage sur des lots privés, évidemment. Donc, l'attrait pour les milieux naturels des citoyens et des touristes est sans contredit un atout majeur, comme on l'a déjà mentionné, pour nos Montérégiennes. Ce sont donc plusieurs millions de visiteurs, oui, des millions de visiteurs et d'utilisateurs par année qui accèdent et occupent nos collines. Évidemment, comme on l'a mentionné, on va le rementionner, ce qui pose de nombreux défis de cohabitation, de gestion et d'aménagement. Pour discuter de cet enjeu, j'aimerais m'entretenir maintenant avec M. Denis Beauchamp de Tourisme Bromont. Oui, on peut l'applaudir pour l'aider à... Bonjour, M. Beauchamp, bienvenue. Merci. Donc, si vous pouvez me décrire... Bonjour à vous tous. Oui, si vous pouvez me décrire les activités récréo-touristiques que l'on trouve autour de votre colline. Ben, avant de décrire tout bêtement les activités, vous permettez que je fasse une petite parenthèse, un peu de poursuivre les points qui ont été soulevés par les invités précédents. Je retiens le commentaire de Mme Gratton quand elle parle de problématiques au niveau de la fiscalité municipale, mais aussi quand elle soulève le point de la vision du développement. Jean-Paul Lallier a dit à un moment, les municipalités, les administrateurs sont condamnés à gérer de la croissance. Les coûts augmentent d'une année à l'autre. Ce qui est fondamental, c'est d'arriver à distinguer la vision du développement de la croissance. Soit la croissance se fait par opportunité, et si on n'a pas bien développé la vision qu'on a pour notre municipalité et son évolution, ça risque d'être problématique. Donc, petite parenthèse. Très intéressant. Au niveau des activités sur notre colline, le Mont-Bron, bon, c'est des activités 4 saisons. Les visiteurs sont infiniment nombreux. On parle de 1,5 million de visiteurs sur une base annuelle. Pour une petite municipalité de la taille de Bromont, c'est beaucoup de visites. Je dirais que quand la visite nous quitte, des fois, on est content. Bon. Les activités sont en lien beaucoup avec les sports d'hiver. Il y a minimalement aux alentours de 700 000 jours ski à la station, donc c'est quand même assez impressionnant. Des activités 4 saisons comme la randonnée, le vélo, on fait du vélo 12 mois par année sur la montagne, un parc aquatique, des activités équestres, plus de 200 événements sportifs et culturels sur une base annuelle. Donc, voilà un peu ce qui se passe sur notre montagne. Oui, c'est intéressant. Vous parlez de quand la visite quitte, des fois, on est content. Donc, j'imagine qu'il y a des impacts sur les habitants de la municipalité. Je me préparais à une de cette question-là. Quels sont les impacts pour, pour les citoyens? Et j'ai réalisé que je devais avoir un biais particulier parce que les impacts étaient essentiellement positifs. Mais bon, il y a des impacts négatifs. C'est sûrement. Mais au niveau positif, on bénéficie. Moi, des fois, je me peins, je me dis, je suis un citoyen de Bromont. Je suis chanceux. J'ai des infrastructures qu'une municipalité de 8000 citoyens, normalement, ne pourrait pas se permettre si on n'avait pas le type de vitalité économique qu'on connaît. Tout à fait. Au niveau de l'offre commerciale, on a accès aujourd'hui à une offre qui est complète et qui est au-delà de ce que normalement on retrouve dans une municipalité de notre taille. La population rajeunit, hein, c'est un impact positif. On connaît une croissance assez exceptionnelle au niveau de la population, plus de 70 % de croissance dans les 15 dernières années, alors que dans notre MRC, on a plutôt connu une croissance de 7 à 8 %. Mme Quinlan parlait de valeur foncière. Propriétaire d'une résidence à Bromont, bien, je considère que c'est un excellent placement. Depuis 2010 à aujourd'hui, les valeurs foncières unifiées de la municipalité ont cru de 1 milliard à 2 milliards de dollars, et beaucoup grâce au développement résidentiel. Donc, on accueille beaucoup de nouveaux résidents. Voilà, les impacts pour nos citoyens sont somme toute assez positifs. Exactement. Donc, on est un peu autour de la même question. Donc, les impacts économiques aussi, j'imagine qu'il y en a des retombées. Au niveau de l'emploi, il y a plus ou moins entre 65 et 70 entreprises touristiques dans la ville de Bromont. 2500 emplois, c'est quand même assez exceptionnel. On combine à ça 5000 emplois dans le secteur manufacturier, notre parc technologique. Donc, il y a plus d'emplois à Bromont qu'il y a de citoyens qui font partie de la population active.
25% des emplois de Bromont sont occupés par des citoyens de notre municipalité. La différence, le 75%, c'est rayonne, les municipalités avoisinantes bénéficient de cette vitalité économique-là. Quoi vous dire à propos de... Voilà. Au niveau des retombées économiques, on estime les dépenses touristiques annuellement aux alentours de 80 millions de dollars. C'est quand même pas rien. 80 millions de dollars, ça permet de donner une certaine qualité de vie à un grand nombre de familles. Donc, c'est un peu comme ça que je vois la contribution de l'industrie récréo-touristique à notre milieu. Bien, bravo. C'est ce que je peux dire. C'est vraiment très intéressant. Donc, effectivement, une ville super active, donc, où le tourisme prend une place importante. Maintenant, M. Beauchamp, je vous invite à rester avec nous pour la suite des choses. Il n'y a pas que le tourisme, effectivement, qui occupe nos collines, et également l'agriculture et la foresterie sont aussi des éléments incontournables de notre économie. Donc, le secteur forestier génère des revenus non négligeables pour les producteurs de bois entourant les collines. Donc, c'est le cas pour les monts Mégantic, Rougemont, Yamaska et Brome, qui présentent un bon nombre de producteurs forestiers et de volumes de bois récoltés. Donc, pour en parler, j'aimerais inviter Mme Claudine Lajeunesse à venir me rejoindre sur la scène. Donc, Mme Lajeunesse, ingénieure forestière et coordonnatrice des programmes à l'Agence forestière de la Montérégie. Oui, je vous cède ma place. On est gâtés. Bienvenue, Mme Lajeunesse, c'est un plaisir. Bien, merci beaucoup de l'invitation. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes, de participants aujourd'hui. Ce qui me déçoit le plus, je vais vous avouer, c'est le nombre de producteurs, de propriétaires qui résident sur les Montérégiennes. Ça aurait été intéressant d'avoir un peu plus de représentants au niveau des propriétaires, parce que dans le fond, tout ce qu'on va discuter aujourd'hui, ça concerne sa propriété, son chez lui, dans le fond. En tout cas, c'est un petit commentaire que je voulais vous faire. Donc, pour débuter, si vous pouvez nous parler du rôle de votre agence dans la protection et la mise en valeur des terres forestières. Oui, il y en a peut-être parmi vous qui connaissez l'Agence forestière de la Montérégie, mais juste pour vous peut-être préciser, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec les activités forestières puis ce qui se trame autour des activités des producteurs forestiers, notre rôle, notre agence, dans le fond, c'est d'accompagner le propriétaire dans sa démarche de mise en valeur de sa forêt. Donc, tout ce qui touche les activités forestières, on parle de coupe forestière, on a parlé tout à l'heure au niveau des travaux de coupe de jardinage, etc., tout ce qui se passe dans la forêt. Nous, on accompagne les propriétaires en leur fournissant, dans le fond, un support technique, mais aussi financier pour les aider là, et les accompagner par des professionnels pour s'assurer que c'est fait selon la règle de l'art, entre autres. Puis pour la Montérégie, l'Estrie, ça représente quoi, ce secteur d'activité? Moi, je peux parler pour la Montérégie, parce que je couvre le territoire uniquement de la région administrative de la Montérégie. On parle d'environ pas loin de 90 producteurs forestiers, parce que pour bénéficier de nos programmes, dans le fond, il faut être producteur forestier. Il y a certains critères à respecter. Ça génère quand même de l'activité autour des Montérégiennes, mais je vous dirais à travers la Montérégie. Ça génère, écoutez, si on regarde au niveau des Montérégiennes uniquement, qui sont situées, les 8 qui sont situées sur notre territoire, c'est quand même une centaine de producteurs. Et annuellement, c'est autour de 8000 mètres cubes quand même de bois qui est prélevé dans ces forêts-là, qui vont soit servir de bois de chauffage pour l'industrie souvent de la sériculture, pour alimenter les cabanes à sucre, etc., mais aussi pour alimenter les industries forestières, les papetières qui sont dans la région, mais aussi les petites scieries qui sont situées un petit peu à travers le sud du Québec. Rapidement, vous avez quelque chose à rajouter pour terminer déjà? Bien, écoutez, c'est sûr que nous, on a toujours la préoccupation puis de toujours maintenir la vocation des sites et maintenir la forêt. Dans le fond, c'est un peu ça notre rôle quand on parle de protection et de mise en valeur. J'ai bien aimé le commentaire de Louis sur la conservation. Bien, justement, on est un bel exemple de jumelage entre la conservation et la mise en valeur parce que ce qu'on fait, justement,
dans nos actions, c'est d'informer le propriétaire, de l'accompagner. S'il y a des éléments sensibles, s'il y a des écosystèmes forestiers exceptionnels, des milieux humides, c'est tout ça qu'on tient compte aussi quand on intervient chez un propriétaire. On l'informe, on le met en lien avec des organismes de conservation pour justement s'assurer que ce qu'on fait, ça tient compte de l'intégrité du milieu forestier.